On va réfléchir et parler et échanger autour de la question de la préservation des terres agricoles autour de l'habitat participatif. Si le jardin partagé est de plus en plus intégré au projet d'habitat participatif, il est nécessaire de réfléchir à une complémentarité entre habitat et agriculture au niveau large du territoire, c'est-à-dire aussi en ville. Et donc les foncières, il y a des foncières développées par Habitat Humanisme, par Terre de Liens, qui sont dédiées au logement, et il y a aussi à l'installation de jeunes agriculteurs. Donc ça peut servir de point de départ pour imaginer des outils basés sur l'alliance de ces intérêts communs. Donc nous avons M. Philippe Ramboisy, de Habitat et Humanisme, qui est dans le 06, Jean-Louis Bassito, de Matae, qui se trouve dans le Var ailleurs, et Odile Jacquemin de Matae et Écohabitant 83, une plateforme de l'habitat participatif dans le 83. Et administratrice de Terre de Liens. Et aussi, donc j'ai fait le lien avec Terre de Liens. Moi-même, je suis Catherine Marin, Écohabitant 06, bénévole et accessoirement animatrice d'atelier. Nous avons proposé cet atelier, nous étions depuis le départ, depuis en tout cas les rencontres de Strasbourg, présentes systématiquement à chacune des rencontres RNHP, et en même temps nous habitons le Var, l'association Mémoire à lire, Territoire à l'écoute, qui est une association d'éducation populaire mais qui s'intéresse à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire la pensée du complexe, comment travailler le complexe dans l'innovation. Nous sommes tous les deux architectes et urbanistes. Moi, historien, Jean-Louis, prospectiviste plutôt, et on a, depuis 2000, c'est-à-dire voilà, une quinzaine d'années, mis comme priorité la défense de la terre agricole au cœur des enjeux de l'aménagement du territoire, ce qui a fait notre adhésion naturelle à Terre de Liens quand Terre de Liens s'est créée. Et comme nous sommes comme Catherine, dans la dynamique de la création de la plateforme régionale PACA de l'habitat participatif, en tant qu'association Écohabitant 83, Catherine 06, il nous a semblé pertinent que ce soit au sein de ces rencontres et en partant des questions d'habitat et des questions de logement, qu'on pose cette thématique sur laquelle on vous invite à réfléchir ensemble. Un jardin pour un logement, c'est une entrée bienvenue et utile pour mettre l'agriculture au cœur de la fabrique de la métropole. À l'image, oui, je suis historienne, j'ai souvent des références à l'histoire, donc c'est comme ça, à l'image de la première Carthage, dont les jardins étaient intramuros. La compétition du foncier pour l'habitat et pour l'agriculture nuit à une alliance fertile. Il faut inverser le « ou » en « et », il faut refuser de choisir, et donc il faut inverser la manière de poser les questions et cette problématique. Pour refuser de choisir, eh bien, il faut inventer. C'est ce qu'on va vous proposer de faire dans la deuxième partie de l'atelier. Alors on parle beaucoup d'architecture naturelle, de matériaux issus du végétal, de façades et toitures végétalisées. C'est vrai qu'il y a un effet de mode, indépendamment d'une réponse légitime aux questions du climat ou ailleurs, mais ça ne suffit pas. Voilà. La sécurité alimentaire, c'est au cahier des charges de cette idée, qui est la première, qui est d'adosser politique de logement et politique agricole. Donc la sécurité alimentaire est au cahier des charges, autant que le refus des dictats de la densification et de l'étalement. Alors là aussi, les valeurs vivrières de lien social du jardin, qu'il soit le jardin partagé, le jardin curé, en montagne, dans les villes, au bas des HLM, maintenant sont reconnues et ça passe. On sait que les bailleurs sociaux sont nombreux à avoir déjà expérimenté en termes de jardins ouvriers, de jardins familiaux. Et puis on en reparlait des ateliers avant, l'héritage des castors, on sait qu'il y a matière, il y a déjà une histoire de tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux défis, comme celui du changement climatique. Donc climatiseur naturel, le jardin
va réintroduire le temps cyclique des saisons et la biodiversité, en plus que d'abaisser les îlots de chaleur dans les villes. Il est aussi un lieu de liberté subversive, donc là on rejoint les valeurs de l'habitat participatif, de créativité, et de créativité propre au jardin, de créativité poétique et politique, et il invite à sortir les habitants du seul statut de consommateur. Donc nous habitons le littoral, nous nous préoccupons des questions de la métropole littorale, c'est pour ça que la référence à Braudel, c'est à côté du paysan pêcheur et de l'habitant paysagiste, des archiculteurs, agriculteurs, pourquoi? Parce qu'il y a eu un diplôme là à l'école d'architecture de Marseille sur cette question, archiculteurs, agriculteurs, les habitants jardiniers, les agriculteurs urbains peuvent recréer des emplois plus durables que les ongleries franchisées. Donc on veut bien dire qu'on n'est pas là dans le défi de s'intéresser uniquement à aller mettre des jardins en bas des HLM, mais bien que les gens qui fabriquent la ville, y compris les habitants qui veulent s'emparer de l'habitat participatif, s'emparent de la question de créer et de maintenir des emplois d'agriculteurs au service de cette fonction de l'habiter qui est se nourrir. Voilà. Donc habiter, c'est pas seulement se loger, certes on a 9 millions de mal logés, des sans-abri qui sont mal comptés, 2 générations de retraités retraitables pour un actif, et ça c'est nouveau, c'est Jean Viard qui le dit, c'est la première fois que dans l'humanité ça existe, 20% sont sans emploi. Il n'est pas indécent pourtant de revendiquer comme bien vivre, comme droit pour tous, le luxe de frissonner de froid pour jouir d'un balai de luciole dans un ciel noir. Le jardinier conduit au savoir bien-être, encore debout, être debout sur une terre à verre de terre. On ne parle pas d'imaginer de la culture hors sol dans des tours pour la ville. Les mains dans une matière dont on peut être à la fois le laborieux, mais aussi l'artisan, et aussi l'artiste. Et puis être en plus heureux de retirer du plaisir d'un ouvrage, ce qu'on appelle le plaisir du bel ouvrage. Donc proposons que l'idée du jardin associé et intégré au logement, ce soit une suite logique dans la flèche du temps, du progrès, même si on est contre la flèche du temps. Après, au XIXe siècle, le WC au fond du couloir, eh bien, au début du XXe, on a eu l'eau chaude à tous les étages, et on sait que les logements sociaux ont toujours été les lieux où on a progressé dans le confort et dans la qualité de vie pour le tout à chacun, puisque nous ne cherchons pas à réfléchir pour l'entre-soi. Donc, revoir le ratio foncier-logement pourrait être une approche très économe de l'aménagement du territoire aujourd'hui. Dans les références historiques, on a Le Corbusier qui a fait un cabanon de 16 mètres carrés où c'était une sorte d'utopie du bien vivre avec 16 mètres carrés, mais ça a été repris dans les chiffres de l'UNESCO. Je ne dis pas que l'UNESCO l'a repris de Le Corbusier, mais 16 mètres carrés au niveau, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à l'échelle mondiale, enfin dans les normes UNESCO, c'est l'unité de mesure de l'habitation pour un habitant. Voilà. Et moi je ne suis pas une spécialiste, mais quand on va rencontrer les gens qui travaillent le jardin et la biodynamie, ils vous disent qu'avec 7 mètres carrés et les rotations de culture intelligentes, hyper intelligentes, comme ils savent faire, comme certains savent faire encore, on peut arriver à avoir une autosuffisance alimentaire vivrière, avec 7 mètres carrés. Donc on voit bien qu'on est dans des mesures qui sont réalistes. Alors, l'idée est évidemment pas de se dire qu'on va à chaque mètre carré de logement faire la reconquête d'un mètre carré de terre nourricière, mais c'est d'avoir en tête l'idée d'adosser non pas seulement un jardin à un logement, mais une politique de l'habitat à une politique de reconquête agricole. Parce qu'un jardin, un logement, pour un bailleur social, ce serait déjà une belle utopie, une belle réalisation, un beau défi. Mais à l'échelle de la politique urbaine d'une métropole, comme Marseille avec 100 communes, 103 communes ou 99, je ne sais plus exactement, là, on se dit que le 1 mètre carré, ça devient des dizaines et des dizaines d'emplois d'agriculteurs qui vont faire une agriculture de proximité pour nourrir les gens d'une ville et d'une métropole, et qu'on est déjà un petit peu dans la réversibilité. Voilà. J'ai pas l'impression que c'est encore le logement qui est le plus gros bouffeur du terrain, mais toutes ces zones commerciales, industrielles, horribles, partout, qui
sont laides à faire peur, qui, elles, me semblent être complètement dévastatrices. Parce qu'en plus, elles génèrent aussi des formes de vie, il faut aussi déplacer en voiture, il faut faire ses courses en voiture, il faut tout faire en voiture, qui rajoutent encore des besoins de route, des besoins de bitume, des besoins de ceci, des besoins de cela. Effectivement, c'est le problème des zones agricoles, là où on a vraiment le droit de produire et donc poser des cabanons. Est-ce qu'on va parler de cette spéculation qui bloque tout? Est-ce qu'on va parler donc effectivement de ces zones qui sont dénaturées parce que c'est plat au profit des zones commerciales et du coup les agriculteurs n'ont plus d'autre choix que d'aller chercher des bois? Problématique aussi parce que les bois, ok, agroécologie, permaculture, agroforesterie, on pourrait en faire quelque chose, mais en France, c'est pas encore. On commence à peine à se dire que c'est une solution, mais dans les institutions, c'est très compliqué. Voilà, j'espère qu'on va avoir le temps de parler de tout ça. Je crois qu'il est très important d'imaginer qu'aujourd'hui, il faille aller vers une rotation des cultures, mais entre le rural et l'urbain. Beaucoup plus large, c'est la ville. La ville, aujourd'hui, vous parlez effectivement de logement. On parle de logement parce que, d'abord, c'est une nécessité, il en manque énormément. Il y a quand même 5 à 7% de logements vacants dans ma ville, par exemple. C'est pourquoi. C'est pour ça que les chiffres, Odile évoquait le problème des chiffres, il faut aussi peut-être réfléchir sur ce qui existe déjà. Et puis, il est question d'habitat participatif. Alors, depuis hier matin, on évoque beaucoup de projets qui sont des projets neufs. Il y a un champ énorme sur la réhabilitation des centres anciens et la ville qui existe déjà, y compris dans les zones qui se développent en étalement urbain et qui absorbent même les fermes, puisqu'on va bien au-delà des zones agricoles. Donc on peut dire que la ville, elle ne fait pas que construire des choses, elle absorbe déjà des zones qui sont habitées, parce que je crois que le fond du problème qu'il y a, c'est que, par rapport à l'agriculture et donc à la campagne, c'est que les agriculteurs sont des habitants comme les autres. On doit les considérer dans ce problème d'habitat, y compris participatif, comme des habitants au même niveau que les habitants des villes. Si on parle de ce principe, il est évident qu'il faut mettre en valeur toutes les porosités qu'il peut y avoir entre le rural et l'urbain, même lorsqu'il y a des zones dénaturées, comme je dis, par des programmations de la ville, qu'on ne peut plus faire dans sa ville, mais qu'on fait à l'extérieur pour les besoins de la vie elle-même. Les zones habitées, les zones agricoles sont des zones habitées, elles sont habitées aussi, malheureusement, de plus en plus par des résidents dits secondaires, ce qui me paraît être d'ailleurs une distinction qui est tout à fait inintéressante parce que soit on habite, soit on n'habite pas. C'est vrai que habiter, c'est quand même avoir un confort particulier. Est-ce qu'un territoire doit être habité périodiquement ou est-ce qu'il doit être habité ou est-ce qu'il doit être réfléchi pour être habité d'une façon continue et pleine, au sens large du terme? L'habitat, c'est aussi l'emploi, évidemment. Donc, la disparition de l'agriculture, c'est aussi des pertes d'emploi, de gens qui nourrissent les gens de la ville, curieusement. Donc, c'est finalement se tirer un petit peu une balle dans le pied que d'imaginer qu'on puisse finalement se passer des agriculteurs en général ou de l'agriculture. Donc, la ville, elle doit organiser les porosités. Aujourd'hui, il y a des porosités parce que naturel. On construit avec des matériaux bio-sourcés, donc qui viennent de la campagne de la nature. Donc aujourd'hui, la ville, elle peut se construire aussi avec des matériaux venant de l'agriculture, en fait. Et c'est ça qui, je crois qu'il faut considérer, c'est qu'il y a déjà des alliances implicites dans la façon dont la ville qui va se faire, la ville durable, qui va se fait à travers des productions qui viennent de la campagne et issues de la nature, et même à partir de procédés mimétiques de la nature. C'est-à-dire on va essayer d'avoir des éco-stratégies d'aménagement du territoire qui sont aujourd'hui des imitations de la nature, parce que la nature qui teste ces procédés depuis des millions d'années, évidemment, si ça marche aujourd'hui, c'est que c'est durable. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une position où il n'est même pas question de dire il y a le rural et il y a l'urbain, il y a des habitants dans un territoire. Aujourd'hui, ils ont d'ailleurs une dimension, ces territoires, qui va varier constamment. Il sort, je ne sais pas combien de lotissements
par jour en France, qui vont, et il n'y a pas que les zones commerciales, mais les zones commerciales, là c'est un problème aussi purement politique aussi. Aujourd'hui, les zones commerciales, elles se mettent en friche aussi, mais elles ne sont pas reconverties parce qu'aujourd'hui, les propriétaires de ces terrains ont compris qu'on pouvait faire autrement, vendre par internet, etc. Donc je ne sais plus comment on appelle ces surfaces commerciales, où il y a juste, on passe la voiture, on n'a plus besoin de parking, on n'a plus d'obligation de créer des parkings pour venir chercher sa voiture, mais il faut des voiries, il faut des moyens de circulation, et donc tout ça c'est une urbanisation qui ne correspond pas à un équilibre entre la ville et la campagne. Voilà, donc il faut qu'il y ait de grandes porosités entre la ville et la campagne, parce que de toute façon la campagne est déjà un petit peu engloutie dans la ville, et parce que la ville va encore, certainement si on continue comme ça, engloutir certaines zones. Alors, il n'y a pas le grand méchant, peut-être qu'il y a des incompréhensions sans doute, il n'y a pas assez d'explications. L'habitat participatif, je termine avec ça, je crois que l'habitat participatif par rapport à l'habitat, grande formule générale de l'habitat, on parle beaucoup d'habitat, il contient dans le mot participatif peut-être le ferment de ce qui pourrait servir de méthode pour rapprocher justement ces choses qui sont souvent cloisonnées, même dans les ministères, maintenant, ben oui, le ministère de l'Agriculture, mais il y a le ministère de la Culture, mais par rapport au logement, c'est parfaitement à ces niveaux-là qu'il va falloir changer les choses, et d'ailleurs l'objet de la NHP, c'est de faire remonter dans le ministère des choses qui sont terriblement cloisonnées. Je termine là, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Moi je suis Bruno de Strasbourg. On est en train de constituer, on a les membres d'un groupe de projet pour un habitat participatif en ville à Strasbourg, et je suis complètement réjoui de vous entendre, parce que le thème qui a relié les gens sur ce groupe, c'était la ferme urbaine. Donc on cherche, c'est un thème général. Après, comment l'appliquer, là on doit travailler là-dessus, mais c'est vraiment notre projet et notre énergie qui doit tendre vers ça. Par ailleurs, je suis architecte, j'ai fait depuis très longtemps de l'habitat écologique, de l'habitat passif et tout, et bon, je crois que le pas au-delà, c'est vraiment la problématique que vous posiez, et ça me réjouit. Donc on pourra mettre dans les débats tout à l'heure, comme on a mis le chantier sur la forêt, on peut mettre la question sur le hors-sol, par exemple, quand on parle ferme urbaine. Oui, enfin il y a tout, il y a le hors-sol, le sol, enfin jusqu'où on peut mettre. Un peu en provocation, j'ai dit on allait mettre des vaches en ville ou des choses comme ça, pour poser aussi le problème de l'animal dans la ville, et c'est quelque chose où chacun est un peu attiré de l'avoir, et puis il y a aussi des réticences, et c'est ces discussions qui sont vraiment intéressantes, et après comment on peut l'appliquer. Claire, moi je suis élue, je suis vice-présidente du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Donc nous, c'est une problématique. On a une chance extraordinaire d'avoir aujourd'hui un avancement très poussé dans les documents d'urbanisme, que ce soit la charte du parc, qui peut s'appuyer sur les SCOT des plus intercommunaux déjà finalisés, avec donc l'adhésion des communes. Tout ça, ça passe aussi par une adhésion des élus. L'adhésion la plus difficile à avoir, le fait que l'élu ne puisse plus déjà donner son autorisation, je suis maire, je décide tout seul ou pas, et puis de prendre. Alors, la difficulté, et ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas consommer moins, mais on nous dit consommer autrement. C'est-à-dire là où avant, nous, sur le territoire du parc, en 10 ans, on a mangé 7% de nos terres agricoles. C'est considérable, c'est impensable de continuer dans ce sens. Et donc aujourd'hui, on dit, si vous continuez à manger 7%, ok, mais vous n'en aurez plus que 3% en dehors de ce qu'on va appeler l'enveloppe urbaine. Et allez consommer le cœur des bourgs, le cœur
villages, de la réhabilitation, au lieu de construire du neuf sur des terrains. Donc pour vous, juste pour qu'elle puisse l'écrire, ça serait à l'échelle du parc, vous avez l'impression que vous pouvez faire cet équilibre. Enfin, on agit, en fait, c'est une action. Le parc est l'outil. Le parc est un outil, c'est vrai qu'on le dit souvent, pour accompagner les élus, et il n'y a pas que le parc, il y a des associations. En fait, il faut que les élus s'appuient sur les associations et les parcs, tout ce qui peut être possible pour ne plus consommer. J'étais ingénieur dans les satellites au CNES et j'ai atterri sur Terre en voyant un article qui parlait d'habitat humanisme, et c'était il y a 10 ans. Et Bernard Devers, qui avait fondé Habitat Humanisme, qui fête ses 30 ans cette année, c'est par passion. J'avoue que, comme beaucoup d'entre nous qui sont rentrés dans le mouvement, je me suis engagé pour la cause des plus démunis, pour leur trouver des logements, que nous achetons, que nous bâtissons, que nous rénovons, et nous avons pour ça une société foncière qui a pour objet justement, et c'est une société en communauté par action, elle a 200 millions d'euros de capital, donc c'est un bel outil quand même, qui lui permet d'acheter, bâtir, rénover des propriétés, des maisons rénovées, et qu'on met évidemment dans les logements pour les personnes les plus handicapées, avec ce qu'on appelle les financements PLAI, PLUS, qui sont donc très sociaux et sociaux. Simplement, donc ce modèle de l'économie sociale et solidaire, c'est ce que nous avons appliqué depuis la fondation, et c'était l'idée géniale de Bernard Devers de créer cette fondation depuis le départ. C'est avec bonheur que j'ai appris par la suite ensuite que Terre de Liens finalement appliquait le même modèle économique, et c'est toujours un bon signe d'être copié, d'être dupliqué, parce que ça veut dire que ça marche. Ça veut dire qu'on peut faire des choses ensemble sur des domaines complémentaires, voire les conjuguer. Ça peut être l'objet, si on a le temps, du deuxième atelier. J'excuse Denis Méchaka qui devait venir en tant qu'administrateur de Terre de Liens pour évoquer. Bon, là j'avais un PowerPoint donné par le niveau national qui a créé un outil et un poste dédié à la question du patrimoine bâti dans Terre de Liens, qui est pourtant connu pour s'occuper de l'agriculture. Donc voilà, je vous le mets au passage, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Je vais vous donner ce que vous pouvez lire au tableau. Hein. Donc la foncière Terre de Liens, c'est une structuration un peu complexe qui dit qu'elle est sur le modèle d'habitat humanisme, qui a repris l'idée d'avoir une foncière dédiée à de l'achat de la terre à sortir du marché spéculatif, et au bout de 10 ans de bilan, puisqu'en fait la création elle a été dans les années 2005, 2003, voilà, on va dire 2003, on est aujourd'hui à un capital citoyen collecté de 38 millions d'euros, donc même pas le cinquième de ce qu'est Habitat Humanisme, mais il y a 110 fermes qui sont acquises, qui représentent 2500 hectares, 500 personnes qui vivent sur ces terres, fermiers, fermières, paysans, paysannes, comme on le veut, et 12 500 citoyens mobilisés, impliqués. Voilà, donc le mouvement, c'est un peu complexe, il y a 21 associations régionales, une association nationale qui les regroupe, il y a une société d'investissement solidaire commandite par action sur le même modèle qui est la foncière, et puis donc chacun peut prendre des parts de capital, épargner dans cette foncière, et puis depuis un an maintenant une fondation qui a pris 10 ans à être créée, et tout ça s'imbrique dans un montage complexe. La fondation permettant à des collectivités territoriales, alors qu'elles ne pouvaient pas devenir, par des dons, après du coup alimenter la foncière, etc. etc. Et puis chaque citoyen peut, s'il a donné il y a 10 ans 500 € ou 2000 € en action, peut décider un jour, 10 ans après, 20 ans après, de le transformer en don, et ça passe de la foncière à la fondation, etc. Voilà. Donc la problématique du logement, elle est venue spécifiquement des fermiers, hein, et elle est double. C'est on s'est rendu compte que souvent c'était la situation, les éléments de compréhension du contexte national du logement des paysans, ils ne sont absolument pas reconnus, ils sont invisibles et ils sont presque hors dynamique d'amélioration de tous les mécanismes de l'amélioration de l'habitat classique. Et puis, comme la plupart du temps chez le paysan qui possède sa terre, il possède son logement et c'est un outil de travail,
de fait, les fermiers de Terre de Liens, eux, doivent penser à leur retraite et éventuellement investir, capitaliser pour pouvoir s'acheter un logement plus tard. Donc, de fait, le mouvement solidaire et qui fonctionne sur des valeurs éthiques et solidaires se préoccupe aussi du logement des fermiers retraités. Donc aujourd'hui, la question c'est, pour que plus de fermes Terre de Liens puissent exister aussi, il faudrait qu'on débloque un certain nombre de verrous qui font que du bâti sur ces exploitations puisse servir aussi à du logement. Et on voit bien que les verrous qui sont urbanistiques, les PLU, les chats, comment on met en plein cœur de zones agricoles du logement, tout en sachant qu'on peut très bien faire des hameaux agricoles, en reprenant l'idée de Jean-Louis, qui sont sur du bâti existant. Moi, je voudrais ajouter un enjeu qui n'apparaît pas, mais qui est pas à la mode, mais quand même, c'est l'heure du temps. C'est l'enjeu du dérèglement climatique. Et celui-là, il intéresse tout le monde. Il n'échappe pas. Les villes, comme les campagnes, comme les forêts qui brûlent. Donc, l'agriculture est aussi un moyen, l'installation en particulier de l'agriculture, peut être un moyen intéressant si on imagine intelligemment des zones coupe-feu, par exemple, agricoles coupe-feu dans les parties, dans les zones, les forêts qui sont en danger dû à ce réchauffement. On parle beaucoup de nature en ville depuis quelques années, et la nature, c'est aussi combattre les fléaux. La canopée, c'est l'arbre. Il y a aujourd'hui une grosse campagne pour l'arbre. On voit très bien les avantages qu'on peut en tirer et qu'on ne tire pas assez. Il y a celles qui existent, bien sûr, la forêt. Il y a ceux qui pourraient être aussi utilisés dans les zones de campagne et dans les villes, puisqu'on voit bien les îlots de chaleur qui sont de plus en plus prégnants. On en souffre ici. Il y a 5 à 6 degrés de plus que s'il y avait une zone non bâtie ici. Donc c'est bien beau le 2000 degrés de planétaire, mais dans les villes, c'est de 5 à 6, quelquefois 8 degrés. Donc l'arbre peut jouer un rôle important, donc la végétation. Donc Pierre Gosset, la ville de Marseille, je suis au service projet urbain depuis assez récemment, depuis 1 an et demi. Donc le PLU de la ville de Marseille a été approuvé en juin 2013. Dans ce cadre, il y a un diagnostic agricole qui a été fait, justement qui allait au-delà du diagnostic classique qui avait été fait dans le cadre du SCOT par la Chambre d'agriculture qui s'intéressait au terrain supérieur à 5 hectares. Le PLU a fait l'effort de recenser des parcelles plus petites qui ont pu être reclassées en zone A, alors que c'était parfois des zones MB, etc. Donc sur certains de ces terrains où il y a aujourd'hui des projets dans le cadre du schéma directeur agricole communautaire, donc la ville essaye de... On n'a pas la compétence, mais essaye de jouer un peu le rôle de chef de projet pour mettre un peu tous les gens en synergie autour de ces questions. Souvent, on est dans des négociations, c'est-à-dire qu'on a pu placer des zones agricoles avec une contrepartie de laisser partir des terrains, mais alors pas du tout des projets type habitat participatif. On est dans le lotissement pur, du coup, qui doit se juxtaposer un projet agricole. Donc ça c'est des coups partis, mais par ailleurs, on a recensé, il existe encore des terres agricoles à Marseille, notamment dans le nord, secteur de la Bételine, les piémonts du massif de l'Étoile. Donc c'est des terrains qui sont aujourd'hui soit dans des ZAC, donc qui sont de fait constructibles, soit en zone AU, donc qui sont en sursis. Et nous, notre travail aujourd'hui, c'est de se dire quels arguments on peut trouver pour arriver sur ces terrains à rebasculer des... Réversibilité. Voilà, réversibilité. Mais justement, il faut qu'on arrive à trouver des arguments sur l'intérêt économique, vivrier de l'agriculture. Et voilà, c'est toutes ces questions. Voilà. Donc, il y a des porteurs de projets, il y a des gens qui sont intéressés sur des petites surfaces, des gens pour du maraîchage en lien avec des cantines associatives. Il y a des gens qui portent des projets un peu plus globaux de cité de l'agriculture. On a quand même des choses qui existent, des fermes pédagogiques qui sont gérées par la ville, etc. Donc on voudrait essayer de mettre tout ça en synergie, mais surtout trouver des arguments. On a aujourd'hui, pourtant c'est en ZAC, c'est constructible, mais même les promoteurs, certains font marche arrière en disant attendez, le ruissellement c'est trop compliqué dans ces terrains-là. En plus il y a des problématiques patrimoniales, parce qu'on est dans des domaines bastidaires, donc il y a
terrains qui sont protégés au titre des monuments historiques, donc ça rend les choses difficiles. En fait, on voudrait se saisir de tout ça pour se dire, bah tiens, on peut aujourd'hui essayer de raisonner les choses différemment et de, par exemple, sur cette ZAC, de revoir le schéma d'aménagement, sur la zone AU, d'aller pas forcément sur une ouverture à l'urbanisation. Enfin voilà, c'est toutes ces questions. J'ai pas beaucoup de réponses. Non, mais on peut garder ça pour la deuxième partie. Voilà. Il me semble qu'il y a deux pistes très pertinentes à créer dans le témoignage de Marseille, que nous on avait également identifié sur TPM, c'est-à-dire reprendre les inventaires et les diagnostics agricoles en changeant l'échelle. Hein, c'est-à-dire que non, il ne s'agit pas de regarder que les 5 hectares, on peut regarder les 3000 m², parce que ça change tout. En termes d'affinement, enfin d'affiner, on le dit, c'est une expression un petit peu consacrée, on pourrait affiner jusqu'à la parcelle, et d'ailleurs que le diagnostic soit affiné jusqu'à la parcelle, mais pas seulement, hein, ça a été dit plein de fois aujourd'hui, l'habitat participatif, c'est remettre l'homme au cœur des valeurs. Et bien quand on fait un inventaire agricole, un diagnostic agricole, on peut faire non seulement l'inventaire des parcelles et des valeurs agronomiques des terres, mais on peut faire l'inventaire des projets qui sont dans la tête des propriétaires de ces parcelles.